Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transition écologique, énergétique et sociétale. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Pascal Hardy, fondateur de Nature Urbaine, président d'Agripolis. Avec lui, on va découvrir la première ferme urbaine qui émet des certificats de compensation carbone. Notre débat, il portera sur les ressources nécessaires à la transition bas carbone. L'Institut national de l'économie circulaire met en garde sur les pénuries possibles de métaux et de minéraux à l'horizon 2050. Et puis dans Smart Ideas, notre rubrique qui est consacrée aux startups, on vous présente le Drive to Nu, supermarché en ligne zéro déchet. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Pascal Hardy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur de Nature Urbaine, le président d'Agripolis. Votre métier, ce sont les fermes urbaines. C'est quoi une ferme urbaine ? Bon, quand on emploie le mot, on comprend ce que c'est, mais c'est quoi les caractéristiques ? Les caractéristiques d'une ferme urbaine, c'est d'abord de s'installer dans des endroits qui ne sont pas utilisés par ailleurs, par exemple des toits ou des délaissés urbains, pour pouvoir produire un certain nombre de choses, et en particulier des légumes ou des fruits. Qu'est-ce qu'on appelle un délaissé urbain ? Eh bien, vous voyez quelquefois des dents creuses entre deux immeubles, avec une occupation progressive par des gens qui viennent cultiver. En général, ces projets-là sont plutôt des projets à visée, je dirais, sociétale, de vie dans le quartier. Et puis, vous avez des fermes plus grandes qui, en général, s'installent sur des toits et qui, elles, ont plutôt une vocation productive. Et c'est ce que vous allez nous raconter. Je suis désolé, mais je vous pose quelques questions de béotien, des vraies questions de curieux. Les fruits et légumes qu'on produit en ville, ils ne souffrent pas de la pollution ? Alors, il faut d'abord choisir la bonne technique, et c'est ce que nous avons fait avec des techniques dans lesquelles l'eau, les nutriments circulent en circuit totalement fermé et ne vont pas attraper la pollution de l'air. Et puis, il y a eu un certain nombre d'études, et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on se retrouve, quand on fait attention, avec des résultats d'analyse laboratoire qui ont été faites par nous, mais bien évidemment aussi par nos clients, qui peuvent être meilleurs que du bio produit en pleine terre en Île-de-France. Ah oui, effectivement, c'est surprenant. L'objectif d'une ferme urbaine, c'est forcément le circuit court. Ça veut dire que les produits sont consommés dans la ville, même dans le quartier, ou même par les habitants de l'immeuble ? Oui. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, il vaut mieux aller à la campagne si on doit mettre les produits dans des camions pour les envoyer. Je dirais que la vocation, dans notre vision de l'agriculture urbaine, c'est de créer un modèle qui ne soit pas juste une reproduction de ce qui se fait à la campagne. C'est créer un modèle original qui repose, un, sur la localité, deux, sur le côté sain de la production, pas de pesticides, etc., et sur une qualité certaine des produits. Et cet ensemble-là vise à créer, je dirais, une niche, un segment particulier, avec sa méthode de production, son type de clientèle, mais pas de remplacer ce qui se fait évidemment à la campagne. Alors, on vous a invité pour parler de Nature Urbaine, la plus grande ferme urbaine en toiture d'Europe, c'est ça ? Elle le sera bientôt, puisque nous avons installé un tiers de la surface, qui fait 14 000 m². Et donc, on produit déjà depuis 2020 sur ce tiers de la surface environ 10 à 12 tonnes de fruits et légumes par an. On voit des images pendant que vous nous parlez. On est sur le toit du pavillon 6 de Paris Expo, porte de Versailles. On produit quoi ? Des fruits, des légumes comment ça marche en quelque sorte ? Alors, d'abord, comment ça marche ? C'est de l'agriculture verticale. Donc, ce sont des systèmes soit de gouttières, soit de colonnes de culture dans lesquelles circule un mélange d'eau et de nutriments. On n'utilise que des produits utilisables en bio, je le précise. Et on produit une vingtaine d'espèces, essentiellement des légumes. Et donc tout ce que vous trouvez dans un supermarché, sauf les gros légumes racines, type pommes de terre ou carottes, bien évidemment, parce que ce n'est pas adapté au système. Et puis des framboises et des fraises. Ok, ça y est, j'ai faim. Est-ce que les riverains peuvent cultiver leurs fruits et légumes ? Comment vous avez intégré cette ferme urbaine qui va devenir gigantesque, dans le quartier ?
Oui, alors il y a une partie, je dirais, productive, professionnelle, et puis il y a une partie qui est destinée aux habitants du quartier, avec des bacs de culture, et les habitants louent ces bacs et viennent. C'est une sorte de jardin ouvrier 2.0, va-t-on dire. Et nous sommes là pour les aider, les accompagner, les conseiller, défricher quand ils ne sont pas là, organiser avec une petite app un minimum de convivialité pour pouvoir porter cette dynamique. Alors, cette ferme Nature Urbaine, elle va émettre des certificats de compensation carbone. On peut rappeler quelques principes de cette compensation carbone. Les émissions de gaz à effet de serre sont évitées, mesurables et permanentes. Un tiers indépendant procède à la vérification régulière des émissions de gaz à effet de serre ainsi évitées. Et les crédits carbone délivrés sont impérativement uniques. Ça veut dire quoi, ça, crédit carbone impérativement unique? Comment ça marche? Qui peut en bénéficier aussi? Alors, unique, ça veut dire qu'à partir du moment où on a fait une mesure, on a acté avec un partenaire certificateur une véritable différence d'émissions, eh bien certains partenaires, que ce soit des entreprises, des exposants sur le parc, peuvent acheter un certificat de compensation volontaire. Et bien évidemment, pour une quantité calculée, on ne peut pas vendre plusieurs fois le certificat correspondant. Sinon, évidemment, ça dévaluerait et ça n'aurait aucun sens. Donc, l'unicité du certificat, elle est attestée par le calcul et puis par l'organisme certificateur. Une ferme urbaine qui émet des certificats de compensation carbone, c'est déjà arrivé? Non, c'est une première mondiale. On est dans un dispositif que l'ADEME appelle le dispositif de compensation volontaire, qui est différent des mécanismes qui résultent du protocole de Kyoto, qui, eux, sont très encadrés et désignent des secteurs fortement émissifs de CO2, comme des cimenteries, des choses comme ça. Nous, on est dans ce dispositif-là de compensation volontaire, et l'idée, c'est de s'adresser, je dirais, à nos parties prenantes, même si justement, on n'est pas une cimenterie, et donc les enjeux ne sont pas monstrueux en termes de volume. On parle là de 30 tonnes de carbone évité, des choses comme ça. Donc on n'est pas dans des ordres de grandeur mirifiques. Donc c'est bien ça, 30 tonnes de carbone évité, ça vous donne le droit d'émettre ces crédits. Voilà, c'est le principe. C'est-à-dire on a constaté que pour 1 kilo de légumes ou de fruits que nous générions, en ayant fait le calcul, on émettait 1,7 kg de moins qu'une production conventionnelle. Par exemple, ces tomates qu'on achète partout en supermarché, qui sont en général produites sous serre, en général chauffées au printemps, avec du gaz, etc. Donc, on a fait cette comparaison. Il y a un vrai différentiel. Et donc, en achetant ces tomates-là, vous évitez la différence d'émission. Est-ce que ça a supposé pour obtenir ce droit d'émettre des certificats de compensation carbone, c'est le modèle qui veut ça, ou est-ce que ça a supposé de votre part des efforts particuliers? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie de notre ADN, ces efforts particuliers. Moi, je viens du monde de l'environnement auparavant, et notre idée, comme je disais tout à l'heure, c'était pas de refaire certaines erreurs d'agriculture conventionnelle, c'était d'emblée d'intégrer toutes les contraintes amont sur les produits que l'on achète. Nos colonnes intègrent le maximum de matières recyclables possible, et en aval, c'est-à-dire gérer correctement les déchets, toutes les conséquences, limiter drastiquement les transports, etc. Donc en fait, ça faisait déjà partie de notre ADN, ce qui nous a permis d'arriver à ce point. Vous l'avez dit, mais vous faites la démonstration qu'une agriculture alternative est possible. Vous dites quoi? Vous dites qu'il faut qu'on sorte du système alimentaire tel qu'il fonctionne aujourd'hui, qui est aberrant? Alors, je vais me garder de critique globale parce qu'il y a beaucoup de formes d'agriculture. Mais globalement, on a des soucis avec certaines de ces formes-là. Et effectivement, l'attention aux émissions de carbone, je pense qu'elle pourrait aller beaucoup plus loin. La difficulté, ce sont non seulement les pratiques culturales,
une agriculture très mécanisée, etc., mais aussi les intrants. Au travers un des plus forts impacts, ce sont les engrais qui sont utilisés. Et donc, c'est pas simplement l'agriculteur lui-même, c'est toute la chaîne, la manière dont sont produits les plants, la manière dont sont produits les intrants, la manière dont sont gérées les conséquences aval, les externalités. Donc, oui, aujourd'hui, les systèmes alimentaires, du point de vue du CO2, ne sont pas équilibrés et ne sont pas viables à long terme. Oui, et sur la gestion de l'eau aussi. Je crois que c'est 70%, c'est ça, des prélèvements en eau qui sont faits pour l'agriculture. Oui, alors, on est en période on sort d'une période de canicule. Il y a des questions de stress hydrique qui vont certainement se poser dans certaines villes cet été, malheureusement, et c'était déjà le cas l'été dernier. Donc, vous, comment, on va être très concret, comment vous faites pour utiliser le moins d'eau possible, d'une certaine façon? Eh bien, c'est de la R&D. Donc, on a développé un système, comme je le disais en commençant, de boucles totalement fermées. Oui. À partir du moment où vous irriguez des racines de plantes, en agriculture classique, qu'on soit sous serre ou en extérieur, avec les nutriments d'ailleurs, les engrais, vous en avez une bonne proportion qui part dans le sol. Oui. D'accord ? Notre idée, c'était de tout récupérer. Puisqu'on est en agriculture verticale, c'est possible. Donc on a des collecteurs qui récupèrent l'ensemble de ce qui n'a pas été absorbé par les plantes, qui les rééquilibrent en termes de pH, en termes de nutriments, etc., et qui les remettent dans le système. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à utiliser 10% seulement de l'eau et des nutriments qui sont utilisés par ailleurs pour produire la même chose. Donc c'est une R&D. On n'est pas les seuls à avoir fait cette R&D-là, mais c'est un horizon possible. Et je sais que dans des grandes serres, notamment dans le sud de la France, on s'inspire progressivement de ça et on relâche dans le milieu de moins en moins d'eau. Mais je dirais la consommation va plus vite que les améliorations techniques. Merci beaucoup Pascal Hardy-Bonvent à votre ferme nature urbaine. Voilà, c'est l'heure du débat de ce Smart Impact. On parle des ressources nécessaires à la transition électrique. Et je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Emmanuelle Ledoux, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice générale de l'INEC, l'Institut national de l'économie circulaire. À vos côtés, Alain Chardon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur en charge des nouvelles plateformes durables chez Capgemini Invent. Vous dévoilez les résultats d'une étude menée ensemble, un état des lieux de la transition bas carbone et des objectifs de la stratégie nationale bas carbone à l'horizon 2050. C'était quoi le principe et peut-être aussi l'ampleur de cette étude, pour qu'on prenne bien conscience, Emmanuelle Ledoux, de ce que ça a demandé comme travail? Alors déjà, la genèse, c'est venu il y a un peu plus d'un an, quand on a lu une étude de l'Agence internationale de l'énergie qui disait qu'évidemment, il fallait aller vers la transition énergétique, plus de NR, enfin là-dessus, pas de doute, mais qui commençait à pointer le fait que peut-être on n'avait pas totalement les ressources disponibles pour être en mesure de réaliser ce beau projet. Et donc ça nous a amené à nous intéresser en France, l'équivalent, le document, la stratégie nationale bas carbone, et à regarder si cette question du besoin en ressources pour décarboner, alors je rappelle la stratégie nationale bas carbone, c'est nos stratégies horizon décarbonation en 2050. Et ce qu'on a constaté en voyant relisant la SNBC, en tout cas avec ce nouveau Zoom, c'est que cette question de la ressource n'existait quasiment pas. C'est une sorte d'angle mort, quoi. Alors, complètement. Alors ça s'est un peu évoqué. C'est le deuxième point de vigilance de l'entrée énergie de la SNBC. Mais en tout cas, c'était loin d'être central. Et c'est là où on s'est dit, il faut qu'on travaille dessus, qu'on regarde si en fait les promesses qu'on fait en matière de décarbonation, on est capable de les tenir. Et donc, on a travaillé à scénariser, et donc les échanges avec Capgemini pour donner à voir avec des chiffres, en fait, et outiller la décision publique et objectiver aussi ce qui est au départ pas une intuition, mais en tout cas un vaste sujet comme vous. Oui, mettre des métriques, comme on dit, des mesures pour dire effectivement il faut qu'on fasse attention à cette question des ressources. Alain Chardon, 15 domaines, 14 ressources, 3 grands secteurs de la transition, électrification, bâtiment, valorisation des biomasses. Donc c'est quand même un travail qui a été très vaste. Si on le rend, alors pardon, d'un seul coup je vais le synthétiser en 2 mots, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut passer au renouvelable, potentiellement, si on fait pareil, si on ne change rien à la méthode actuelle, on n'aura pas assez de minerais, on n'aura pas assez de métaux, on va dans le mur, quoi. Ils sont critiques pour différentes raisons.
C'est-à-dire qu'effectivement, l'étude qu'on a faite, d'abord, elle couvre, non, c'est pas que les renouvelables, hein, il y a toute la mobilité, hein, les véhicules électriques, et après on en parlera peut-être, c'est l'un des sujets majeurs. Il y a la construction. Donc, 15 domaines qui recouvrent l'ensemble des sujets. Et puis on a choisi 14 ressources qui soient représentatives des enjeux. Certaines très critiques, d'autres assez critiques. Si on fait une petite liste rapide, donc il y a les métaux, les types les cobalt, le lithium, le graphite, mais on a aussi mis des métaux moins critiques au sens intrinsèque, mais les volumes vont avoir un impact, le cuivre, l'aluminium. Et puis n'oublions pas le béton, le sable, les granulats, c'est des volumes énormes. La construction, la rénovation, c'est quand même énorme. Comme dirait ma fille, dans la stratégie bas carbone. Et donc, il faut regarder les impacts. Et donc, on a pris des critères un petit peu innovants par rapport aux études préexistantes de l'AIE et d'autres études existantes, où on a fait à la fois en tonnes, en euros, mais aussi en criticité et en multicriticité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait la criticité quand on regarde justement ces stratégies bas carbone? On compte toujours en bas carbone, mais le reste, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des ressources sous le sol, donc d'un point de vue géologique? Est-ce que ces ressources sont contrôlées par seulement quelques pays? Est-ce que ces ressources, on en veut pour notre stratégie bas carbone, pour les différents segments de bas carbone, les technologies, mais est-ce qu'on en a besoin dans les telcos, dans le militaire, etc. Est-ce que ces ressources, on pourrait s'en passer pour mettre autre chose, ou est-ce qu'elles ne sont pas substituables? Et puis, last but not least, l'impact environnemental, l'impact sociétal. Et donc, on a fait une espèce de critère qui intègre tout ça, et on a regardé, on a comparé, on a fait des merit orders, des ordres de mérite. Oui. Et avec des enseignements qui ont pu nous surprendre nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on a regardé, par exemple, dans le domaine de l'énergie, eh bien, d'abord, on a trouvé très important de remettre également les biomasses, pas que l'électrification. Et donc, du coup, on a un ordre de mérite où, vraiment, je conseille à tout le monde d'aller voir. Tout ce qui est biomasse, chaleur, réseau de chaleur est beaucoup moins intense en ressources du point de vue de la criticité. Donc, ça veut dire qu'on a le temps et qu'on va pouvoir les utiliser. Si on les développe, ça aura moins d'impact critique, si je comprends bien. Du temps, il n'y en a nulle part. Il faut faire tout de suite, vraiment. Okay. Mais ce qui est intéressant avec votre étude, c'est de choisir là où on peut mettre un peu plus de moyens. Exactement, c'est d'abord voir, prendre conscience. Voilà. Si vous faites des biomasses, c'est moins intense en ressources. Vous prenez le nucléaire par kilowattheure, c'est moins intense en ressources, mais un peu plus. Si vous prenez ensuite l'éolien terrestre, l'éolien marin, le solaire, c'est de plus en plus intense en criticité de ces ressources-là. Et au bout de la liste, il y a l'hydrogène, c'est ça? Alors, au bout de la liste, il y a l'hydrogène avec le solaire. D'accord, ok. Parce que si vous comptez le béton, les métaux rares, etc., et vous leur donnez à chacun un point. Et alors, je vais vous redonner la parole, mais oui, on va parler de la mobilité. Emmanuel Ledoux, l'un des objectifs et l'une des conclusions de l'étude, c'est de dire qu'il faut penser décarbonation et économie circulaire. Et c'est là qu'on retrouve évidemment l'Institut national de l'économie circulaire. Oui, c'est pas par hasard. Pourquoi? Pour l'instant, c'est pas forcément. Moi, je suis un peu tombé de la chaise. C'est pas forcément penser ensemble, quoi. Typiquement, le document de la décarbonation n'intégrait pas cette dimension d'économie circulaire. Donc nous, la proposition, effectivement, elle est assez simple. Après, simple à formuler, plus compliqué à mettre en œuvre. C'est de se dire que la prochaine SNBC, donc la SNBC 3, là on est actuellement dans la seconde, doit intégrer dès sa conception la question de des ressources disponibles pour vraiment mettre en œuvre. Alors là où on va être pas mal aidé quand même, c'est les questions géopolitiques et puis les questions logistiques, sécurisation des approvisionnements. Enfin, finalement, on en parle toute la journée. Quand on nous dit il y a 2 usines Stellantis qui sont à l'arrêt parce que faute de semi-conducteurs, c'est de ça dont on parle. Quand on parle question de souveraineté énergétique, Alain parlait de la question de la valorisation des biomasses, c'est aussi une réponse à ces enjeux de souveraineté énergétique. Et donc si on promeut l'économie circulaire, forcément, on maîtrise la ressource. C'est ça, en fait, c'est une reprise de pouvoir aussi. Donc avec de toute façon un besoin, c'est-à-dire qu'après on peut tortiller dans tous les sens, juste nous ce qu'on a pu constater c'est que ça ne passe pas. On peut toujours dire qu'on va le faire, mais là, le vote, alors qui est intéressant, parce que ça marque des avancées et puis des vraies prises de conscience, mais dire on va faire 100% des véhicules électriques en 2035. 2035, c'est-à-dire interdiction d'achat de véhicules thermiques neufs, c'est ça Alors dans ce cas-là, soit effectivement on est en fait sur une mesure de sobriété qui se cache, parce qu'on n'arrivera pas à en produire, tout bêtement. Enfin, il n'y a pas assez de filières là, de batteries, il n'y a pas assez de disponibilité des métaux pour faire autant de batteries. Ou alors on n'en fait qu'en France, qui n'est probablement pas l'ambition, d'une part. Et puis l'idée aussi, c'est d'avoir vraiment cette vision ressources de façon
de façon large, quoi, et de traiter. Alors ça, c'était peut-être l'autre originalité de l'étude, c'est qu'on a voulu traiter ces filières en même temps. Souvent, on traite transport d'un côté, industrie de l'autre, le bâtiment. Là, l'idée, c'était de voir aussi que les ressources, si on parle des métaux rares, on va en parler dans les batteries, enfin, et dans les voitures. Oui, tout le monde va se bagarrer pour les mêmes Ouais. ressources, en quelque sorte. C'est ça, Là encore, ouais. je schématise un petit peu. Sur cette question des mobilités que vous venez d'aborder, Alain Chardon, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est le plus frappant? Qu'est-ce qui ressort de cette Quand étude? on compare les véhicules électriques, les éoliennes, le nucléaire, enfin, vous voyez, on a tout comparé et on a pesé. Et du coup, dans la transition bas carbone, ce qui pèse très lourd, c'est les véhicules électriques. Parce qu'on veut équiper quasiment 100% des Français. Donc, c'est 30 à 40 millions de véhicules. Chaque véhicule, c'est une tonne, quand vous y pensez. Et en plus, entre 2020 et 2050, on les remplace 2 fois. Donc, c'est une quantité de matériaux faramineux. En plus, dans les batteries, c'est des matériaux critiques, compliqués, à forte valeur, à forte criticité. Donc, quand vous rajoutez tout ça, vous vous rendez compte que c'est le poids lourd de la transition bas carbone. Donc, cette question, du coup, ça mène forcément à se poser la question, comme souvent dans la transition bas carbone, est-ce qu'une solution 100% dans une seule technologie est la bonne? C'est juste ce qui ressort de l'étude. On se pose la question en voyant les résultats. Et vous répondez non, vous répondez non en creux, quoi. C'est une évidence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut un mix? Ou alors il faut mettre le paquet sur, je sais pas, je veux dire le rétrofit par exemple, qui consiste à utiliser les véhicules thermiques et les rendre électriques. C'est quoi? C'est un cumul. C'est-à-dire que dans l'étude, on a repris les catégories classiques de l'économie circulaire, donc éviter, réduire, réemployer, recycler. On a rassemblé ça en 4 petits éléments pour pouvoir le quantifier. Et effectivement, d'abord éviter, c'est la sobriété. La sobriété, c'est un vrai enjeu stratégique. C'est pas un gros mot, sobriété. C'est comme la stratégie. C'est quels sont nos objectifs, on veut se mouvoir. Et prenons juste la ressource nécessaire. Donc, combien de véhicules avons-nous besoin? Ensuite, évidemment, il y a éviter, c'est réduire, c'est la technologie. Réemployer, recycler, c'est effectivement pouvoir circulariser. Donc, tout ça, ça compte. Dans éviter, je dirais qu'il y a aussi non seulement la sobriété, mais aussi les bons choix. Et justement, mixer les choix. Le mix, 100% de véhicules, ça pose question. Dans le Merit Order, à nouveau l'ordre de mérite, on se rend compte que des véhicules moteur à explosion, moteur thermique, en gaz vert, donc 100% décarboné, c'est un impact du point de vue de la criticité, à nouveau pour ce critère de criticité qu'on a créé pour ça, plus bas, beaucoup plus bas. Donc ça pose question, est-ce qu'on ne devrait quand même pas avoir un certain pourcentage de véhicules à gaz vert? On ne pourra pas avoir 100% de véhicules à gaz vert, c'est pareil, on va dans le mur, ça ne peut pas exister. Comment panacher? Ce qui est intéressant, et je vais terminer là-dessus, Emmanuel Ledoux, c'est aussi la question de nos usages. Alors moi, je ne suis pas pour toujours faire porter le poids sur les citoyens, les consommateurs, mais effectivement, la première question, c'est que vous avez dit, de combien de voitures on va vraiment avoir besoin, quoi. Est-ce que, voilà, l'autosolisme, c'est ma maladie et c'est une maladie généralisée? Enfin, c'est cette question-là que vous posez aussi? Oui, l'idée, c'est de... Alors bon, ça, c'est pas très nouveau, hein, mais de passer à une question automobile, une question de mobilité. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, chacun puisse se déplacer et trouver ce qui permet de combiner planète, économie et effectivement le droit de tout le monde de se déplacer, ce qui est quand même un peu la moindre des choses. Ce qu'on défend, nous, surtout aussi, c'est peut-être là la capacité de définir une vision territoriale. C'est-à-dire que évidemment, le véhicule électrique, avec la question du bruit, des émissions, c'est probablement la bonne réponse en centre urbain. Par contre, il y a des espaces où on a sans doute intérêt à faire plus durer les véhicules parce que l'impact environnemental du véhicule, c'est surtout au moment de sa conception, de sa construction, avec tous les besoins en extraction. Donc voilà, c'est de se dire, il n'y a pas de solution, comme le disait bien Alain, il n'y a pas de solution unique, mais en fonction des espaces, d'être en capacité de trouver la meilleure option. Alors après, sur les usages, on n'est pas trop rentré là-dessus, c'est vrai. Sur est-ce qu'il faut arrêter de manger de la viande, être à 120 dans sa voiture, vivre dans des mini-maisons. Enfin, voilà. Et bien sûr que c'est évidemment des réponses qui permettent aussi de baisser la tension sur les ressources. Mais enfin, voilà, on n'a pas voulu... effectivement, on est resté très organisation et un peu moins transformation. C'est déjà très bien parce qu'elle est vaste, cette étude. Merci beaucoup à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas. La bonne idée du jour s'appelle le drive tout nu. Smart Ideas avec Salomé Géraud qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Vous êtes la cofondatrice du Drive tout nu. Quel drôle de nom, c'est quoi le Drive tout nu? Expliquez-moi.
Bonjour, alors le Drive Tunu, ce n'est pas un service de covoiturage naturiste, c'est le premier drive zéro déchet et 100% responsable. Donc il s'agit d'un supermarché en drive entièrement zéro déchet qui fonctionne comme un drive classique. Mais alors pourquoi tout nu? C'était pour nous faire rire? Absolument, l'idée c'est que les gens retiennent, donc effectivement on dit tout nu parce que bon, les produits sont tout nus, bien évidemment ils sont sans emballage, mais également parce que tout notre sourcing est fait par des ingénieurs agricoles et on est très transparent sur la façon dont on choisit nos produits selon des critères très stricts de sourcing, donc voilà, c'est tout nu, c'est la transparence et le manque d'emballage, le zéro emballage. Alors, vous l'avez créé quand et vous en êtes où de votre implantation aujourd'hui? Alors, on l'a créé en décembre 2018, donc on a ouvert le premier au nord de Toulouse, à Beauzelle. Et puis depuis, on en a ouvert 3 autres à Toulouse. Donc, on en a ouvert 2 autres à Toulouse, un dans la zone de Montaudoin et un dans la zone de Balma-Gramont. Et puis, on a un développement national également, puisqu'on a décidé de répliquer notre concept de drive zéro déchet en franchise sociale à Lille et à Chambéry. Et puis, on est en train d'ouvrir également 2 autres villes actuellement d'ici la fin de l'année. Donc, c'est une belle aventure qui continue de se développer sur l'ensemble du territoire français, ce qui est son ambition. Eh oui, c'est bien. Alors, je veux bien qu'on parle du modèle. Vous êtes une entreprise de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et donc, ce principe de franchise sociale, ça veut dire quoi? Alors, la franchise sociale, ça n'est pas véritablement de traduction juridique en droit français. Ça s'apparente à de la franchise, mais avec une dimension qui est davantage participative, qui est un petit peu moins verticale, qui est davantage inclusive. Donc, tout d'abord, déjà, on va dire tout est centré sur l'impact, donc on demande aux réplicateurs de notre projet d'avoir l'agrément ESUS, entreprise solidaire de l'économie sociale, comme nous l'avons. Et au-delà de ça, on conçoit la franchise de façon beaucoup moins descendante, c'est-à-dire que bien sûr qu'on transmet un savoir-faire, mais on demande aussi à nos franchisés de participer à l'aventure au global et de nous apporter eux leurs compétences et de faire monter le projet en qualité en général. Après, en droit, ça connaît une traduction juridique assez classique avec un contrat de partenariat qui est associé à un contrat de licence de marque. Alors, vous proposez les contenants à vos clients, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? J'imagine qu'il y a un système de consigne. Comment ça marche? Alors, tout à fait. C'est pas de la consigne à proprement parler. Donc, en fait, le client fait ses courses directement sur le drivetunu.com. Il retrouve tous les produits de son quotidien, des produits alimentaires, des produits cosmétiques, des produits ménagers. On a plus de 1500 références. On peut faire l'ensemble de ses courses, du sec, du frais, il y a vraiment tout. Nous, on prépare la commande, mais uniquement dans des contenants réutilisables, donc dans des bocaux en verre et des sacs en toile. Et quand les clients viennent récupérer leur commande, qui peut être prête sous 1 heure, ils peuvent nous ramener les contenants de la commande précédente, on s'occupe de les laver et de les remettre dans le circuit. Ces contenants-là, on ne les fait pas payer au démarrage. L'idée, c'est vraiment, dans un souci d'accessibilité, de ne pas mettre de consigne sur le contenant. Par contre, si les clients font l'effort de nous les rapporter, on leur donne des bons d'achat d'un certain montant par contenant rapporté qui leur permet d'accumuler en fait, des bons d'achat dans le magasin pour la commande suivante. Donc voilà, c'est une forme de consigne, mais inversée finalement. Quand vous avez pensé ce système, quelle logistique ça suppose? Alors, mais ça suppose une logistique qui est un petit peu différente du drive classique parce que nous, on gère aussi toute la partie justement remplissage et donc nous, on appelle ça l'alicotage, c'est le fait de passer des gros big bags dans lesquels on peut être livré ou alors parfois directement, on est vraiment en zéro déchet sur toute l'amont de la filière, donc les producteurs nous livrent directement dans des seaux réutilisables qu'ils récupèrent à la commande suivante, l'économie circulaire vraiment sur toute la chaîne et donc nous, on a la logistique de remplissage des contenants et du coup quand les consommateurs nous les rapportent, on a aussi la logistique de lavage, c'est-à-dire qu'on fait une pasteurisation de surface sur les contenants et l'idée c'est vraiment de les remettre dans le circuit et aujourd'hui on en récupère plus de 80%, donc c'est quelque chose qui vraiment fonctionne très très bien. En quelques mots, les perspectives de développement, vous nous avez dit que vous commencez à mailler un peu le territoire. Oui, alors l'idée c'est vraiment d'avoir le plus d'impact possible et c'est vraiment en offrant la possibilité aux consommateurs de faire leurs courses en zéro déchet, en périurbain, là où on est situé nous, de façon simple et accessible, qu'on pense y arriver et avoir un impact sur la façon de faire les courses. Donc l'idée c'est de pouvoir en ouvrir sur l'ensemble du territoire français et à partir de l'année prochaine, on a un rythme d'ouverture de prévu d'environ 10 drives zéro déchet par an. Merci beaucoup Salomé Géraud, bon vent à votre drive tout nu, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission, un grand merci à toutes les équipes de Bismart et merci à vous de votre fidélité, à très vite.